les CDN ou qui sont hébergés sur les clouds. Et ces objets nous permettent de détecter des problèmes de dispo et des problèmes de performance, que ce soit de... Donc quand on dit performance, on pense à latence, donc plus exactement le RTT, le round trip time, donc le temps d'aller-retour entre l'utilisateur et la plateforme qu'on mesure. Et le débit, donc qui est le débit réel disponible pour accéder à une plateforme depuis l'utilisateur. Donc ça nous permet de voir finalement ce qui se passe sur Internet. Là, c'est un exemple, par exemple, de chute de disponibilité depuis un certain réseau. Alors, on a masqué les noms des CDN ici, hein, donc on va parler de CDN jaune, CDN rouge, CDN bleu, là. Mais là, on voit par exemple que sur le monitoring de ces 3 CDN, on a le CDN bleu qui a une baisse de disponibilité pendant une certaine durée. Alors, en fait, ça, c'est ce qu'on voit, nous. Et alors, il y a ce que vous voyez peut-être, vous, qui fait la une des journaux ou dans votre expérience au quotidien, c'est les grosses interruptions. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, hein. Donc en mars, c'était AWS qui avait une région aux US qui était tombée pendant plusieurs heures. Et puis d'autres événements qu'on voit régulièrement. Donc un autre sur Level 3. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on voit au quotidien. C'est pas forcément ce qui va faire la une de tous les journaux. Et encore, même récemment, c'était la semaine dernière, il y a eu par exemple un incident chez Orange, enfin sur le routage entre Orange et le réseau Level 3 qui a dégradé la performance d'un certain nombre de sites donc pendant plusieurs heures. Donc ça, c'est basé sur des mesures, nos mesures radar que l'on prend en temps réel et pour lesquelles on voit exactement les chutes de dispo. On va également voir les problèmes de performance. Donc typiquement là, on est sur le RTT, donc le temps de réponse pour accéder à ces plateformes, où on voit par exemple ici que le CDN jaune reste très rapide, à 20 millisecondes de latence, là où les 2 autres CDN ont des problèmes d'accès. Donc ils peuvent être liés à des problèmes de congestion sur le réseau, qui créent de la perte de paquets, mais qui peuvent être aussi liés à des problèmes d'infrastructure de ces différents CDN. Souvent, quand on a une chute de perte de paquets, augmentation de latence, le corollaire, c'est souvent qu'on a une baisse de débit. Donc là, c'est ce qu'on voyait dans le même exemple, hein, où le débit pour accéder à ces contenus va chuter de 7-8 mégabits par seconde à 3 ou 4 pendant cette période-là. Donc avoir toute cette visibilité, c'est bien. Et c'est ce qu'on fait, mais en fait c'est pas le cœur d'activité de Cedexis, parce qu'en fait le vrai intérêt de Cedexis derrière, c'est d'utiliser ces données pour éviter justement qu'un utilisateur soit impacté par une chute de débit à un moment donné ou par une baisse de disponibilité d'une plateforme AWS ou Google ou autre. Donc le principe de Cedexis, alors certains nous surnomment un peu le Waze de l'internet, c'est pas forcément notre positionnement officiel, mais c'est plus pour vulgariser et vous permettre de comprendre. Pourquoi? Parce que tout comme Waze, on va utiliser en fait des données qui viennent des vrais utilisateurs, donc les 14 milliards de data qu'on a quotidiennement, pour prendre la décision du chemin le plus rapide et le plus disponible, ou via d'autres critères de décision qu'on verra un peu par la suite. Donc l'idée de Cedexis, c'est vraiment ça, c'est de choisir la décision, le chemin le optimal, on va dire, sur différents critères qui sont souvent orientés performance et disponibilité, puisque c'est un peu aussi un des fondamentaux quand on veut accéder à une application sur le web. Donc on va avoir différents use cases après dans les démos sur la diffusion, donc de l'accès à du site web, de l'optimisation de vidéos. Mais concrètement, voilà, Cedexis, le principe, c'est qu'on se base sur des données real user pour prendre la meilleure décision et optimiser la diffusion de tout type de contenu sur Internet. Alors en chiffres, Cedexis, alors en fait j'ai pas de chiffres, mais c'est plutôt des bureaux. Donc on est présent dans pas mal de bureaux, on est à peu près 80 personnes. Notre siège est aux États-Unis à Portland, mais la société a été créée à Paris il y a un peu plus de 7 ans. Et on a bien entendu beaucoup de clients que vous avez pu voir dans les slides avant et dont on pourra discuter ultérieurement. Donc sur le comment fonctionne alors on parle de load balancer orienté utilisateur, donc la solution qui s'appelle OpenMix, donc c'est vraiment notre cœur d'activité qui va en fait permettre de prendre cette décision en utilisant toutes ces données des utilisateurs. Comment ça fonctionne? Alors on va se baser sur un petit exemple qui va être un peu orienté vidéo, mais qui va vous montrer un peu le principe. Donc c'est qu'en fait les données radar pour nous permettre de savoir finalement dans le temps quelle est l'évolution par exemple du débit pour accéder à un CDN. Donc là on voit le CDN ici en vert qui reste stable et le CDN rouge qui est celui qui a le meilleur débit, donc c'est celui qui va par défaut fournir la meilleure qualité d'image,
comment dire, le moins de buffering lorsqu'on va lire la vidéo. Et puis tout d'un coup, ce CDN il va avoir un problème, qu'il soit réseau ou que ce soit au niveau de ses infras. Donc le principe, c'est que le petit tag radar qui est déployé dans un site, donc là, on a pris par exemple un de nos clients NRK qui a déployé ce tag. Donc on a par exemple Rachel, ici dans cet exemple, qui est à Londres, qui est chez British Telecom, qui va sur le site, sur un site de NRK, et qui va naviguer, et qui, sans le savoir, finalement, Rachel, elle va générer des mesures sur les différents CDN. Et elle va donc nous permettre de collecter en temps réel l'information qui est que depuis British Telecom à 13h 4 minutes et 23 secondes. Pour aller sur CDN1, ça met à peu près, on a 4,3 mégas de bande passante, et CDN2, bah, on n'a quasiment pas de bande passante, beaucoup de pertes de paquets, et donc si on veut lire les vidéos depuis CDN, on va tout de suite avoir des problèmes de performance ou de qualité de lecture vidéo. Donc ces données sont collectées en temps réel, et on parle vraiment de temps réel, hein, donc les 8 millions de mesures par minute qu'on fait, on les processe, donc on a toute une infra, donc on va pas forcément détailler ce soir, mais qui nous permet d'agréger ces données et de les utiliser au bout de quelques secondes à peine, qui va permettre à l'utilisateur suivant, donc John, dans cet exemple, qui est aussi à Londres, qui est aussi chez British Telecom, qui veut aller lui sur France Télévisions pour regarder des vidéos. Et là, quand il va sur le site de France Télévisions, qui va également utiliser OpenMix, OpenMix va interroger finalement quel est le meilleur CDN à utiliser parce que je suis John, il est 13h04 minutes et 24 secondes et je veux savoir quel est le meilleur CDN qui va me donner la meilleure qualité d'image. Et dans ce cas-là, par rapport aux données qu'on a eues avant grâce à Rachel, on va savoir que le CDN 1 est le meilleur choix à utiliser. Donc ça, c'est voilà, c'est le concept d'OpenMix. Donc pour resynthétiser un petit peu ce que j'ai expliqué, c'est basé sur ces données des utilisateurs. Ça se déclenche automatiquement quand un utilisateur va vouloir accéder à une vidéo ou accéder tout simplement à un site web ou télécharger du contenu. C'est basé sur un certain nombre sur une certaine logique en fait. Donc on va voir après différents critères qu'on peut prendre en compte. Mais de base, généralement, on verra avec la première démo, par la disponibilité et puis la performance. On a deux versions, une version DNS HTTP qu'on verra également dans la démo. Et l'idée, c'est qu'on envoie vraiment l'utilisateur vers le meilleur choix. Donc ce choix de ce endpoint optimal, ça peut être effectivement un CDN comme on l'a vu, mais ça peut être différents finalement points de diffusion ou différents points d'hébergement de contenu. Donc, on a des clients finalement qui vont faire, l'exemple qu'on a vu avant était entre plusieurs CDN, c'est ce qu'on appelle une stratégie multi-CDN qui va permettre de choisir le plus rapide et le plus disponible pour améliorer l'expérience utilisateur. Mais on va avoir aussi un certain nombre de clients qui finalement vont être capables d'envoyer un peu de trafic directement sur leur serveur et faire ce qu'on appelle du mode hybride, où on envoie un peu de trafic sur CDN, mais le CDN, certes, c'est performant et ça encaisse la charge, mais ça a un certain coût. Donc pour optimiser les coûts, certains clients vont envoyer une partie vers leur propre data center, mais pas trop, pour pas faire tomber non plus leur propre data center s'ils reçoivent trop de trafic. D'autres vont mettre en place des stratégies multi-data center, par exemple, pour faire de la haute disponibilité. En cas d'interruption d'un data center, avoir automatiquement tout le trafic qui bascule sur l'autre. On a vu par exemple la panne chez OVH la semaine dernière qui a été transparente pour un certain nombre de nos clients qui avaient des contenus hébergés chez OVH mais aussi sur d'autres points d'hébergement et ces clients-là n'ont pas eu d'interruption de service, contrairement à d'autres. Ça peut être la même chose entre plusieurs clouds, hein, évidemment, mettre un peu de trafic vers un AWS et puis un peu vers un Azure par exemple. Et certains clients vont également utiliser OpenMix pour créer leur propre CDN, donc do it yourself, c'est-à-dire qu'ils vont déployer des box de cache avec des technologies de type Varnish ou Nginx, et ils vont finalement mettre des box en France, aux États-Unis ou ailleurs, de façon à monter leur propre CDN. Et finalement, aujourd'hui, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place avec des technologies qui sont accessibles en termes de règles de cache et de ce qu'on peut faire avec.
Et mode hybride, bon, qui est un peu aussi la même chose que le hybride CDN, mais qui permet à des clients finalement de mettre petit à petit du trafic dans du cloud. Ou alors, par exemple, quand il y a des gros pics de trafic. Les sols, par exemple, ça peut être un bon exemple où on veut avoir un burst de trafic qui soit encaissé par un cloud qui a beaucoup plus d'infra et de capacité, mais peut-être que le data center du site peut encaisser le trafic normal. Et donc ça, on peut l'automatiser avec tout un tas de règles. Donc, dans l'exemple que je montrais tout à l'heure, hein, sur la chute de dispo, bon, voilà, ce que fait OpenMix finalement, voilà, c'est qu'il va éviter l'indisponibilité pour accéder à ce CDN. Et donc c'est ce qu'on voit ici, c'est un graphique de décision OpenMix, donc le nombre d'utilisateurs qu'on a envoyés habituellement beaucoup vers le CDN bleu, et pendant la coupure du CDN bleu, on n'envoie plus de trafic. Donc c'est autant de milliers de requêtes qui sont sauvées pendant cette période. Alors, comment ça s'intègre? On va le voir après dans la démo, donc je ne vais pas trop détailler ici, mais on a, comme j'ai dit, on a deux versions. On a une version DNS et une version HTTP. Donc la version DNS, c'est simplement rediriger au niveau DNS, donc faire un alias, un CNAME vers CDEX6. Et CDEX6 va ensuite répondre par le CDN ou le data center ou l'IP qui est optimal. Plus pour le use case vidéo qu'on verra tout à l'heure, on a une version HTTP aussi qui est globalement une API qui permet de récupérer le même résultat avec le meilleur CDN, le meilleur choix à utiliser, mais qui va être du coup appelé via un get HTTP. Mais dans les deux cas, on a la même logique, enfin on peut faire les mêmes logiques, mixer les données radar, mixer d'autres données qu'on verra après. Ça peut être des données géographiques aussi, hein, faire que tel utilisateur, s'il est en France, on va l'envoyer plutôt sur un data center par rapport à un autre utilisateur. Donc, juste avant de passer à la démo, deux mots sur notre plateforme, parce que on prend la décision de routage et d'aiguillage plutôt intelligent et on veut bien entendu pas pénaliser l'utilisateur qui vient chez nous. Donc on a une infrastructure bien entendu assez massive. Donc on est dans 90 localisations différentes, 4 réseaux différents. Donc l'idée c'est que, alors si je parle de la version DNS, le saut vers CDEX6 ne dégrade pas la performance. Et on parle vraiment d'une prise de décision qui se fait en quelques millisecondes. Donc on ne rajoute pas, ou très très peu, en tout cas de latence sur le fait de passer chez CDEX6 avant d'envoyer. Et les quelques millisecondes qu'on va prendre éventuellement seront largement compensées par les dizaines de secondes ou l'optimisation vidéo qu'on va avoir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe aux démos? Non, j'en déduis que c'est assez clair. De toute façon, n'hésitez pas à poser des questions pendant les différentes démos. On a encore un peu de temps. Alors, on avait prévu une première démo qui va être sur la partie performance et dispo. Je te laisse la main, Edouard. J'y vais, oui. Alors, si ça peut être interactif, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la démonstration, poser des questions s'il y a un point de détail que vous voulez éclaircir, bien évidemment. Donc, on va voir une première démo qui va permettre de mettre en jeu deux choses. La première, c'est les données radar qu'on aura collectées depuis les end-users. Donc, on a fait des collectes de données en continu depuis notre communauté. Et en plus de ces données radar, on va y rajouter du sonar. Alors sonar, on n'en a pas encore parlé jusqu'ici. C'est un autre outil qu'on a en interne qui va nous permettre de faire du test synthétique de disponibilité. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques POP dans le monde qui vont régulièrement aller tester un petit objet et savoir s'il est disponible. S'il est disponible, ben, très bien, on considère que la plateforme est disponible. Si on n'arrive plus à le récupérer, on va considérer que cette plateforme n'est pas disponible. Voilà. Donc, en complément de la communauté, on va rajouter, tout le monde m'entend, oui, on va rajouter ce petit test synthétique qu'on appelle sonar. Et on va s'en servir. C'est en fait, juste pour compléter, les données radar, elles viennent des vrais utilisateurs. Donc, plus on a de vrais utilisateurs dans un pays, dans un réseau donné, à un moment donné, évidemment, plus on aura de visibilité. Dans certains petits FAI, dans certains pays, on ne va pas forcément avoir beaucoup d'utilisateurs, ce qui va faire que détecter une indisponibilité dans un certain réseau, par exemple, peut prendre plus de temps. D'où l'idée d'avoir potentiellement un test synthétique complémentaire qui va tester toutes les secondes ou quelques secondes la disponibilité d'un service, qui va rajouter une vision sur des gros incidents. Là, on ne parlera pas des micro-incidents par FAI. Ouais.
Justement, on a des outils de monitoring par rapport à ce projet Sonar, cet outil Sonar, qui nous permet d'avoir une visualisation à peu près. Bon, là, c'est un diagramme qui nous permet de voir s'il y a des ruptures fréquentes de disponibilité, ou aussi d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est mis en œuvre aussi sur notre portail. Parlons du setup de la première démonstration. Donc pour ce setup, on a créé 3 VM. On a instancié 3 VM, une aux US, une en Europe et une en Asie, qui sont ici en bas, qui sont actuellement nommées us.demo.cdx6.com, ap.demo.cdx6.com pour Asie-Pacifique et eu.demo.cdx6.com pour l'Europe. Toutes ces VM, en fait, ont été enregistrées dans une application OpenMix, DNS, donc on va voir ça juste après en démo. Et cette application va donc utiliser les données à la fois radar depuis les end-users et les données sonar de disponibilité, ces petits checks synthétiques, pour donner à chaque résolution DNS quel est le meilleur des 3 serveurs pour l'utilisateur qui vient faire cette requête. Donc on a créé un video.demo.cdx6.com qu'on a enregistré aliasé par ce CNAME OpenMix qui a été généré donc par notre plateforme OpenMix, qui est ici 2.0.1 et qui va permettre de résoudre video.demo.cdx6.com soit en EU, soit en OAP, soit en US. Tout dépend de là où vous serez et des conditions actuelles de disponibilité et de performance de ces 3 plateformes. On va présenter ça directement avec des terminaux, c'est mieux. Attends, il faut que je sorte de ça. Tic. Hop, hop, il faut que je remette un petit sonar ici. Donc, si par exemple je prends un terminal, tout bête, tout le monde connaît ça, connecté à Internet, depuis ma connexion Internet, je vais résoudre video.demo.cdx6.com. Et qu'est-ce que je vois? C'est que demo.cdx6.com a été redirigé vers notre CNAME CDX6, pas de souci. Et ce CNAME CDX6 a repointé sur eu.demo.cdx6.com. Alors pourquoi eu.demo.cdx6.com? C'est bête, c'est pas centré. Ça peut s'arranger. Ouais, mais ça casse. Hop, hop. On va rester comme ça. J'ai, en plus de faire ici un dig, j'ai été récupérer les données de performance qui ont été vues au moment de cette résolution par notre application. Donc on a, pour la VM d'Europe, on a une disponibilité à 100%, une latence de 35 millisecondes et un sonar qui dit « je suis actif ». Pour la partie US, on a une disponibilité de 100% avec une latence de 117 millisecondes, donc un peu plus importante, et un sonar qui est disponible. Et pour la partie Asie-Pacifique, toujours 100% de dispo, par contre on a une latence qui est beaucoup plus haute, 315. Donc dans une logique de disponibilité et de performance, on va forcément prendre les plateformes disponibles, ça tombe bien, elles sont toutes les 3 disponibles, et celle qui a la meilleure performance, cette fois-ci au niveau de la latence, donc celle qui a la plus faible latence. C'est pour ça qu'on a choisi celle de l'Europe, eu.demo.cdx6.com. Et on fait ça pour chaque utilisateur. Si on va dans le portail, allons voir comment ça se passe. Donc ça, c'est le portail qui permet de restituer tout ce qu'on fait en fait, hein, et qui permet aussi de configurer toute la partie OpenMix et gestion des différents types de trafic vers lesquels on envoie les utilisateurs. Alors dans notre portail, on a configuré forcément, on ira voir plus tard, dans les plateformes, qu'on a 3 plateformes, une en Europe, une en Asie, une aux US. Et on a ici, donc j'ai sélectionné ces plateformes pour les voir. On est ici en France, donc j'ai filtré par rapport à la France. Je pense qu'on est sur un réseau Orange. Oui? Bon, au hasard. Ouais, peu importe, ça devrait aller. C'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. On va dire qu'on est à Paris, il n'y a pas de souci, en région Île-de-France. Et on va descendre, pour cette résolution, on va descendre jusqu'au niveau de la SN. Voilà, on ne va pas faire une règle comme ça au doigt levé pour savoir s'il vaut mieux aller en Europe, en Asie ou aux US. On va vraiment descendre jusqu'au niveau de la SN. Et ce qu'on voit sur ce graphique, la numéro d'AS, Autonomous Systems, en fait, chaque fournisseur d'accès a son propre AS ou plusieurs AS. Donc, Orange, par exemple, ils ont 3215. Donc tous les internautes qui sont chez Orange vont être sur ce réseau. Et après, les réseaux sont
sont interconnectés et se communiquent via ce numéro et via des règles de routage qui sont définies. Et ce qu'on mesure en continu, donc là on est sur les critères de RTT, on voit qu'en France, depuis l'Île-de-France, depuis Orange, on va passer en dessous, la latence forcément de ma VM, de la VM qui se trouve en Europe, est plus petite que celle qui se trouve aux US, que celle qui se trouve en Asie. C'est pour ça qu'on a choisi ça. On peut faire la même chose sur la disponibilité. Comme ça, on aura une vision de la disponibilité vue par les utilisateurs, enfin grâce aux utilisateurs de la communauté. Et on voit qu'il y a quelques cas où en Asie, des utilisateurs n'ont pas réussi à récupérer ce petit objet qui était déposé sur la VM. Et donc on a considéré que la plateforme n'était plus à 100% disponible. Donc elle est descendue en dessous d'un certain niveau. Ce qu'on considère comme indispo, en fait, donc sur les petits objets de test, c'est quand on ne reçoit pas l'objet en moins de 4 secondes, ou on a un 400, 404, 502, etc., qui nous indique qu'il y a un problème côté serveur sur la récupération de ces objets. Donc forcément, sur un accès en Asie, la perte de paquet va être plus importante, et donc la chance que cet objet soit pas chargé en 4 secondes va être plus forte. Changeons un peu de pays. Prenons au hasard, enfin, c'est pas vraiment au hasard, mais bon, prenons le Japon, qui est plus en Asie. Je vais repasser sur la partie latence, excusez-moi. Hop. Ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau de la latence, on est censé avoir cette fois-ci l'Asie, depuis les utilisateurs du Japon, qui voient une meilleure latence pour se connecter à la VM qui se trouve en Asie, et plus de latence pour se connecter à celle qui est en Europe. Donc pareil, on va utiliser ces données-là pour faire une résolution DNS et renvoyer forcément la meilleure VM à l'utilisateur au moment de sa demande. Pour ça, j'ai préparé un petit script qui est déployé sur mes 3 VM et que j'interroge simplement avec du PHP, mais qui va me permettre de faire ce dig depuis l'Asie, depuis l'Europe et depuis l'US, réfrécher toutes les 5 secondes pour voir ici comment est résolu en Asie vers AP, en Europe vers EU et aux US vers US, avec à chaque fois mes critères. Et là, bon, pas de question pour le moment là-dessus? Si? Ah, super! Question simple, les données sur lesquelles vous... Attends, t'as pas un machin qui prend les questions comme ça? Comme on enregistre... Oui, ou sinon on répète, mais... Excellent! Hein, c'est excellent ça! Ouais. Non, si, c'est bon, on m'entend. Ouais, donc la question, c'est les données clients sur lesquelles vous vous basez, vu qu'on est sur une VM de test et tout. Donc, vous avez des clients de test aussi qui ont généré les données ou... On se base vraiment sur la communauté. Donc, en fait, on déclare... Il y a une première chose, c'est qu'on a déclaré les plateformes pour utiliser cette application, mais c'est des plateformes qui sont vues par la communauté. À un moment, Arnaud a montré un slide où il présentait, contestait les CDN et les clouds, et aussi des data centers privés. En fait, les clouds Amazon font partie de cette communauté, comme ceux de Google, comme ceux de Microsoft, et ils seront testés par la communauté. Et après, la communauté, c'est des gens comme vous et moi qui allons sur Internet, sur certains sites, sans le savoir, on devient des testeurs pour récupérer ces objets et donc faire... Ok, c'est clair. Alors, question DNS. Si je me rappelle bien. Donc moi, si je me connecte à un site, donc le videodemo-cdx6.com, à partir de ma connexion Free, j'utilise le DNS de Free pour faire ma résolution. Oui. D'accord. Donc il va faire une première résolution, parce que c'est la première fois que je vais dessus, sur ça. Il va me donner une IP. Derrière, donc il peut passer par le CDX6 au milieu, là, si j'ai bien compris, en faisant la résolution complète. Oui. Mais derrière, Free va me le cacher, l'adresse IP. Oui. Sur un temps plus court, sur un que temps tu plus peux envoyer court. sur Vous le avez un terminal. TTL Ouais, on va le voir, je pense, sur le terminal, sur la... Ah, tu veux le... non, oui. oui, le dig, terminal, le dig, ça marche. tu vois. Voilà, en fait, là, le premier TTL, ici, il est très élevé, je crois que c'est 1 jour, parce que, typiquement, on ne va pas changer très souvent. Par contre, ce deuxième TTL, alors là, c'est 1, mais en fait, il est mis à 20 secondes. Ce qui veut dire que, en fait, donc Free va effectivement cacher, ou n'importe quel autre résolveur de Orange ou autre, va cacher ce premier enregistrement pendant une journée, parce que ça ne change pas. Par contre, celui-là est dynamique. Donc celui-là, potentiellement, toutes les 20 secondes, il va être effectivement caché, mais généralement d'une durée de 20 secondes, et toutes les 20 secondes, le résolveur va réinterroger CDX6 pour savoir quel est le meilleur choix. Ok.
Et ce TTL est configurable. Là, il me semble que dans cette application, je l'ai mis à 5 secondes. Par Ah défaut, oui, on met alors 20 secondes. 20 Mais secondes pour ou les 5 l'effet secondes. démo, je l'ai descendu D'accord. pour qu'on ait une réactivité un peu plus importante. Donc c'est parce que c'est le Cinem qui va lui redonner un autre, il va être obligé à chaque fois de refaire une double requête pour aller. Ouais. Il n'y en a pas qui gueulent sur le nombre de requêtes DHCP, enfin des requêtes DNS Bah, qui c'est passent, pour hein. ça que j'ai présenté quelques chiffres sur notre plateforme, là, les 90 points de présence, etc. Mais c'est ce qui nous permet d'encaisser, je ne sais plus combien on est, c'est plusieurs milliards, je sais. Bon voilà, plusieurs milliards de requêtes DNS tous les jours sans avoir aucun souci. Mais c'est aussi pour ça qu'on dimensionne nos serveurs DNS. Je pense pas au côté, de votre côté, mais aussi au Mhm. côté trafic des providers, etc. quoi. Parce que ça sollicite, ça peut solliciter un peu plus sur DNS. Non, ça va. Ça va. Enfin, qualitativement, ça Enfin, en fait, juste pour revenir là-dessus, mais les CDN individuellement font déjà ça. Donc le CDN va aussi avoir un TTL sur le dernier niveau qui va attribuer l'IP du serveur qui est chez Free par exemple, de ce CDN, va aussi avoir un TTL très court. Donc, de toute façon, quasiment tous les principaux sites web aujourd'hui ont des techno-CDN, donc les résolveurs ont déjà tout ce trafic-là. C'est juste qu'on rajoute une résolution, mais Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, des opérateurs qui ne gèrent pas correctement les TTL? C'est-à-dire que, par exemple, toutes les résolutions de TTL qui sont, on va dire, au moins d'1 heure, ils vont dire non, on va le cacher tout le temps en 1 heure minimum. Et si c'est moins de ça, on ne le fait pas. ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. C'est malheureusement pas... Là, c'est on a- d'ailleurs pas normal. Et ceux qui font ça ne respectent pas, en tout cas, la norme du DNS. Mais C'est juste que moi, je sais Ça que peut je l'ai arriver. vu et que ça peut être assez embêtant parfois. Pardon? Moi, je l'ai vu et ça peut Oui. être assez embêtant quand on Oui. essaie de Bah, on l'a switcher. on l'a vu, on le voit aussi, malheureusement. C'est une minorité de CD, de, il y a c'est une minorité de quelques- providers, mais ça peut arriver. On continue? On va repasser rapidement sur Sonar parce que là, ce qu'on voit sur cette page, c'est que les sonars sont disponibles. Je vais en couper un. Je vais aller sur la plateforme en Europe et je vais enlever Sonar. Et on va voir à peu près en combien de temps ça réagit. En sachant qu'ici, cette résolution DNS est rafraîchie toutes les 5 secondes. Ça y est, déjà. J'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Voilà, en quelques secondes, nos serveurs qui ont répondu en Asie, en Europe et aux US ont vu que Sonar n'était plus disponible sur la partie Europe et donc la sortie des résolutions. Et donc l'Europe est redirigée vers les US parce que les US ont une meilleure latence que l'Asie. Et si je remets Sonar... Peut-être sur le portail avant, si tu veux. Ah oui, tiens, je renlève Sonar. C'est pas grave, on va le revoir. Oui, parce que notre portail mesure ça également dans les plateformes. Donc les plateformes, c'est toutes nos plateformes qu'on a actuellement déclarées et qu'on peut utiliser. C'est simplement du référencement pour pouvoir les utiliser après dans notre plateforme. La VM de l'Europe est ici et on voit qu'elle est down depuis 43 secondes. Voilà. Donc on a vraiment un système de monitoring synthétique qui est très très performant également. Bon, je rallume parce que j'en ai besoin pour plus tard. Sonar, c'est des serveurs qui sont à nous. On a une quinzaine de serveurs, 5 par continent, qui vont interroger un objet là c'est toutes les 5 secondes, je crois, ce que tu dis. Oui, c'est assez. Enfin, voilà. Ouais. On peut descendre à la seconde quand il y a Toutes les vraiment 10 un secondes. besoin de très haute distance. Voilà, c'est 10 secondes là dans ce cas-là. Oui, 10 secondes. Donc voilà, bon, alors la finalité quand même, bon, juste faire un dig, c'est bien gentil, mais la finalité derrière, c'est de pouvoir servir votre contenu le plus rapidement possible à vos end-users. C'est-à-dire qu'actuellement, là, mon site, il est sur video.demo.cdx6.com. On va s'amuser à regarder en combien de temps il se charge. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil de Chrome, le panel network. Je vais lancer une résolution pour avoir ici un chargement en 1 seconde 16. Bon, on va en faire un deuxième statistiquement. Bon, on est en dessous de la seconde. Là, on a une page qui est assez légère, hein, on n'a pas d'image, etc. Mais dans un vrai cas, on serait plutôt dans les 2-3 secondes. Je fais attention à cette valeur qui est ici en rouge. 795. Allez, un petit troisième pour la route. Voilà, on est à moins d'1 seconde encore une fois. Cette fois-ci, je vais forcer, en changeant mon hostname, à passer par les US par exemple. Toujours pour les données statistiques. Bon, là, je suis à 2 secondes 26. Je vais relancer une deuxième fois.
2 secondes 34. Allez, petite troisième fois pour la route. 1 seconde 69. Bon, vous voyez d'ailleurs, pour info, hein, nos petits objets de test. Donc en fait, là, les mesures qu'on a ici, chaque chargement génère des données radar, hein, les 14 milliards, etc. Mais elles ne sont pas comptées dans le temps de réponse, puisque en fait, elles sont chargées après le onload. Donc elles sont asynchrones, en fait. Et l'Asie, pour voir. Pour récupérer le contenu depuis l'Asie, il me faut actuellement 5 secondes 53, un petit deuxième pour la route, mais je crois que vous avez compris le principe. Nous, ce qu'on va permettre avec cette solution OpenMix, c'est de vous servir le contenu le plus rapidement possible. C'est mieux qu'un i. Et on redescend aux alentours de la seconde, parce qu'on a choisi actuellement l'Europe. C'est possible de tester directement sur EU? Bien sûr. Alors, sachant qu'on voit dans les entêtes HTTP. Oui, alors effectivement, ce que j'ai rajouté pour pallier à cette question, effectivement, merci Arnaud de me le rappeler. Si tu reviens sur la vidéo du coup. Ouais, ici j'ai rajouté un header CDX6 Node qui me dit quel est le varnish qui m'a répondu. Donc j'ai rajouté sur chacun des varnishes une configuration pour me retourner cet header. Donc je sais si ça vient d'Europe, des US ou de l'Asie. Oui, bien sûr. Enfin, le EU force que ce EU, le vidéo prend le meilleur, qui dans ce cas-là, effectivement, l'Europe. Il est parti un peu loin. Est-ce qu'il est moins... Voilà. Cette fois-ci, depuis vidéo, c'est varnish.europe qui a répondu. Question? Ouais, le mic. J'imagine que c'est de HTTP 1, 1.1. Oui, Est-ce que vous avez fait des tests avec HTTP 2? Non. Bah, en fait, nous, là, on n'agit pas au niveau HTTP. Ouais. En fait, c'est le CDN ou le cloud selon ce qu'il va supporter. C'est indépendant, en fait. On est vraiment là avant. Oui, voilà. juste pour la résolution. Exactement. Mais Voilà. effectivement, c'est une question qui revient souvent. Et aujourd'hui, la plupart des CDN commencent à le supporter ou le supportent. Mais c'est plutôt les implémentations qui sont plus compliquées derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la démo? Allez, une petite question. Numéro 1. Numéro 1. Très bien. Donc, voilà, je rappelle brièvement ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données radar de la communauté, plus des données sonar, pour avoir une application qui va, dans la logique, filtrer en dessous les serveurs qui ne sont pas disponibles et sélectionner dans ceux qui restent, ceux qui ont une plus faible latence, donc une meilleure performance. Tout ça pour résoudre video.demo.cdxis.com et donc donner à vos utilisateurs le serveur le plus rapide pour délivrer votre contenu. OK? Alors, on avait prévu une petite pause, je ne sais pas si on l'a fait. Est-ce que vous êtes... Toujours d'attaque? Allez, bon, on attaque, on continue. Donc, deuxième démo. Donc là, on va aller un peu plus loin. Donc, on ne va pas se contenter de juste la visibilité depuis les utilisateurs, depuis de la performance ou de la disponibilité. On va essayer de s'interroger sur la charge et grosso modo, est-ce que là où on envoie le trafic, est-ce que cette plateforme, donc ce serveur, que ce soit du Varnish ou que ce soit une instance sur AWS ou autre, est-ce qu'elle n'est pas trop chargée et potentiellement peut dégrader l'expérience utilisateur si le serveur met trop de temps à répondre. Donc, pour cela, on a mis en place des connecteurs, ce qu'on appelle Fusion, qui nous permettent en fait d'utiliser des données tierces dans OpenMix. Donc, pour rappel, un radar, le petit tag qui nous permet de connaître les mesures depuis les utilisateurs, mais on reste sur de la mesure réseau finalement. Sonar, la disponibilité, et Fusion, on va être capable d'avoir tout un tas d'informations qui viennent pas de chez nous, sur lesquelles on n'a pas forcément de visibilité. Alors, on a un certain nombre de connecteurs qui sont déjà préintégrés, mais on peut en faire également sur mesure avec un simple GET HTTP. L'idée, par exemple, c'est qu'avec les CDN ou les clouds, on peut récupérer la consommation. Pourquoi c'est intéressant? C'est que typiquement les CDN ont souvent des tarifs différents. Et donc, un client va s'engager sur un certain volume mensuel ou annuel de trafic et il ne veut pas forcément le dépasser. Sinon, le burst, tout comme une facture téléphonique, peut coûter très cher. Donc, le fait de récupérer cette consommation va permettre d'éviter ce burst, parce que peut-être que ce CDN, qui est beaucoup plus cher et qui a un burst très très cher, est aussi beaucoup plus performant. Du coup, il va avoir beaucoup de trafic, mais si on envoie tout ce trafic vers ce CDN, du coup, la facture va s'alourdir. Donc, on peut récupérer ces données-là pour finalement réguler un peu
le coût finalement entre les différents CDN, tout en prenant en compte les critères de performance et de dispo. On va pouvoir également avoir des informations sur l'état de charge depuis les différents serveurs, et ça, c'est des métriques qui sont souvent qui sont bien visibles depuis des load balancers locaux avec des Nginx, des HAProxy par exemple, qui vont avoir une visibilité sur les différents compteurs, le nombre de connexions, la bande passante consommée et autres. Donc on peut également récupérer ces données-là pour réguler un peu le trafic avec OpenMix. D'autres critères qu'on peut prendre en compte, ça peut être des outils de monitoring aussi qui sont en place chez le client, donc des Datadog, des Catchpoint ou autres, qui nous permettent de connaître finalement la santé d'une instance en particulier ou d'un groupe de serveurs à un endroit donné, et d'utiliser ça dans les règles de routage OpenMix. Donc voilà, bon, l'idée c'est effectivement de considérer la performance, effectivement, en premier, et la dispo, mais aussi contrôler un peu les coûts et puis l'état de santé qu'on envoie. Donc, on a une deuxième démo qui est en place. Je présente le setup. Tu peux présenter, vas-y. Ça permet de... Donc, on a un setup qui est à peu près similaire. On a également pris 3 VM. Cette fois-ci, on en a mis une sur Google et 2 autres sur Amazon. Le but est de montrer qu'en récupérant des données supplémentaires par fusion, par ce produit fusion, de pouvoir récupérer des critères de santé, des niveaux de santé, des informations, pour peut-être se dire cette VM va bien ou cette VM va mal. Oh, si elle va mal, je vais peut-être pas orienter le trafic dessus. Donc là, on va rester sur un setup en DNS. On va garder un CNAME qui va permettre de rediriger le trafic soit sur cette VM sur laquelle on a la possibilité de dropper des connexions, soit de partir sur celle-là sur la partie US West sur laquelle on peut rajouter volontairement des connexions, ou d'aller sur celle en Europe. OK ? Tu peux switcher. Ouais, il faut switcher exactement. Il faut sortir de ce mode présentation. On va y arriver. Touc. Donc, on va repartir de nos applications dans le portail. On a créé ici une application qui va prendre en compte un flux fusion, trois flux fusion. Donc c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure sur les différents connecteurs qu'on a à disposition. On les a déjà configurés. Et par exemple, sur le flux de l'Nginx dans l'Europe, en Europe de l'Ouest, on a toutes ces données qui sont récupérées sur le connecteur. Donc on récupère ces données toutes les minutes pour connaître l'état de santé de ce nœud ou du cluster qui est derrière. Et on fait pareil donc, sur la partie US centrale et US Ouest. Okay. Et l'application OpenMix va utiliser ces données pour choisir forcément le meilleur serveur, cette fois-ci en prenant en compte cet état de charge. C'est-à-dire que si on va dépasser, il me semble que c'était dans la partie présentation Arnaud. C'est 5 connexions. 5 connexions. 5 connexions droppées, ouais. S'il y a 5 connexions qui sont droppées sur un serveur, l'application va décider de ne plus trop l'utiliser, disant attention, il se passe quelque chose sur ce serveur. Ou si votre serveur a plus de 3000 connexions, il va commencer à dire oh là, celui-là, il est peut-être en surcharge, on va essayer de le garder en vie en redirigeant le trafic sur un autre. Okay. À partir de ces 2 règles-là, on va pouvoir nous suivre avec des requêtes qui sont faites régulièrement depuis plein de points dans le monde. On va pouvoir suivre l'état de décision. L'application. Oui, l'application. Hop, c'est temps que ça arrive. Tchouk. Donc l'état du nombre de décisions. Juste pour préciser, c'est de la démo. C'est pas du vrai trafic utilisateur, mais c'est juste pour expliquer les différents exemples. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le nombre de décisions qui ont été prises pour chacune des 3 instances. C'est-à-dire que quand un utilisateur a voulu résoudre, si on a choisi la partie Ouest-Ouest, on va avoir ici des décisions qui s'incrémentent. Là, on voit qu'il y a plus de décisions sur Ouest central et encore plus sur la partie Europe. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on a détecté par fusion qu'il se passait quelque chose. On a vu que ce serveur-là, c'est à peu près, on sait ce qu'il y a derrière la partie fusion. On sait qu'il y a eu une augmentation du nombre de connexions sur la partie Europe de l'Ouest, et donc forcément, on a envoyé moins de trafic sur l'Europe de l'Ouest au profit de l'US centrale. On est revenu à la normale, et un peu plus tard, là-bas, ce qu'on a eu, c'est qu'on a des connexions qui ont été droppées.
Donc vu que les connexions sont droppées, on s'est dit attention, on n'envoie plus de trafic sur ce serveur-là, il est en mauvaise santé, on va essayer de plutôt réorienter le trafic sur un autre serveur. C'est pour ça que US West a pu récupérer ça. On le voit autrement en regardant la partie Reason Code. Donc notre application n'est pas juste une boîte noire, on a la possibilité de vous montrer quand même ce qui se passe dedans. Et donc on a la possibilité de montrer, tiens, si tu peux descendre un tout petit peu Arnaud s'il te plaît. Ouais. On arrive à voir ici combien de décisions ont été prises par rapport à des reason codes. Par exemple, ici on a 12 000 décisions qui ont été prises parce qu'on a choisi le serveur optimal. On a 5 000 qui ont été choisis parce qu'un des serveurs avait trop de connexions. Il y en a 3 000 qui ont été sélectionnés parce que des connexions ont été droppées sur un serveur. Donc on peut vous donner l'information de pourquoi on a fait cette décision. Et surtout, voilà, l'idée, c'est que ce type de report permet effectivement de comprendre a posteriori ce qui s'est passé et d'optimiser un peu les seuils, les règles de décision. Mais là, ce qu'on voit surtout, c'est effectivement que c'est automatisé en fait. C'est que là, en grosso modo, on évite une surcharge sur l'instance, je crois que c'est Europe, qui ici reçoit trop de connexions. Là, en fait, on évite des indispos finalement sur une instance qui perd des connexions, qui a peut-être un problème de connectivité. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit automatisé et ça, c'est plus du reporting qu'on fournit pour analyser ce qui s'est passé et puis voir s'il y a des choses à améliorer. Oui. Bah, c'est nos radars d'état, alors parce que parfois il n'y a pas de données suffisantes radars de la communauté. Imagine que tu as un petit ISP et tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs. Ben, si tu n'as pas beaucoup de données qui sont générées depuis cet ISP, on n'aura pas forcément une visualisation de l'état de disponibilité de ces instances. Donc si on n'a pas de données, on indique qu'on a... C'est des cas qui sont pris en compte en fait, dans le script et on va faire, par exemple, on va se dire, bon voilà, celui qui a le plus de chances d'être disponible, ça va être le AWS West, par exemple, US West. Donc on va le mettre par défaut, ou ça peut être du round robin, ou ça peut être complété avec des données sonar, ou d'autres infos qui vont pas forcément être liées à la géographie et aux données radar, mais à d'autres critères. Mais on te répondra toujours. Le but, c'est aussi de te répondre à une instance. On ne va pas te laisser « Ah, on n'a pas de données, on ne répond pas ». Non, on a quand même des stratégies derrière pour te donner une réponse. Hein. Ouais. Voilà, je préfère le préciser. Donc, bien sûr, là, le but, c'est de conserver vos serveurs vivants et en bonne santé. C'est-à-dire que si on voit vraiment qu'il y en a un qui commence à être en mauvaise santé, on va éviter d'envoyer du trafic dessus. Et ça se fait aussi très rapidement, tout aussi rapidement que le sonar. Là, on a une fréquence de 1 minute pour récupérer les données depuis les connecteurs. On a des features pour descendre en dessous de la minute, bien évidemment. Mais pour la démo, là, on avait accès à 1 minute. C'est bon? Reprenons les slides. Où est-ce qu'on en était? Tu veux faire la même chose sur les varniches ou pas? En fait, on a le même connecteur qui existe sur les varniches. Je m'en sers sur la démo de la vidéo. Ok, on montrera le même exemple dans la 3e démo sur la simulation de charge, on va dire, sur un varnish. Oui. Par rapport aux différents clouds, en fait, c'est les clients. Hop. Oui, par rapport au... là, pour détecter là, avec les sondes, en fait, c'est les clients, vos clients qui installent directement les sondes sur les clouds? Alors, l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on a, Edouard a expliqué, on a des données communautaires, donc c'est tous les tags CDEX6 qui prennent, selon des règles qu'on a chez nous, hein, mais qui prennent des mesures sur les clouds qu'on mesure. Oui. Non, mais je veux dire les fusions, pardon. Alors, oui, Fusion, c'est propre, on va se connecter aux propres données du client, effectivement. Donc, ça va être ses propres données sur ses propres instances, Nginx ou autres, sur des clouds. Puisqu'on ne collecte pas de data globale de tous les serveurs AWS ou Google, puisqu'on n'a pas ces infos. Donc, il déclare sa plateforme chez vous, quoi. Enfin, des informations minimales de plateforme pour que vous puissiez retrouver. En fait, c'est pour ça qu'on développe qu'on a des connecteurs avec les API de Nginx ou Varnish pour récupérer des stats de ces serveurs-là qui sont installés chez les clouds. Après, on a du CloudWatch, par exemple, pour récupérer aussi des métriques qui sont propres à AWS. Ou ça peut être d'autres Datadog qu'on est en train de déployer également. Mais ce n'est pas forcément les données qui sont prises par le cloud, mais des données qui permettent de connaître un peu l'état des différentes instances, containers ou autres. Ouais. Et si tout ça ne rentre pas dans les cases précises de vos
de vos données qu'on peut récupérer, on a toujours ici soit un HTTP GET très simple qui permet de récupérer toutes données, donc que ce soit du CSV, que ce soit même du JSON. Mais alors pour JSON, on a aussi un connecteur qui est spécifiquement fait pour récupérer du JSON. Donc toutes données qui viennent de vos instances, qui peuvent être intégrées chez nous pour améliorer la logique de load balancing, on peut gérer tout ça. Reprenons un peu la suite du programme. Alors juste, oui, l'intérêt en fait de mettre en place non pas uniquement la vision end-user et externe, j'ai envie de dire, et la vision interne de charge et de dispo d'état de santé des serveurs, c'est que ça permet finalement aussi d'autoréguler automatiquement la santé de l'application en général, puisque effectivement il y a le monitoring qui va nous permettre de déjà détecter les grosses indisponibilités de côté data center et cloud. Il y a la partie radar qui nous donne la visibilité des différents cloud ou différentes instances, mais du point de vue réseau, peut-être la latence peut être bonne, l'accessibilité au load balancer local finalement va être bonne, mais peut-être que localement la répartition de charge entre les différentes VM va pas du tout être la même entre une région Amazon côté US Ouest ou côté Est par exemple. Donc le fait d'avoir ces infos-là rajoutées dans OpenMix, donc par exemple dans ce cas-là, c'est ici les instances côté HAProxy qui sont beaucoup moins chargées. Donc on va le connaître, donc ça veut dire qu'on va envoyer plus de trafic ici, moins de trafic ici, et finalement la charge va plus ou moins s'équilibrer. Alors on prend toujours en compte les critères de performance radar, puisque effectivement si c'est très lent pour accéder à cette région-là, par exemple, on va pas envoyer trafic là, mais pour celles qui sont plus ou moins équivalentes en termes de performance, on va répartir la charge entre ces différentes instances, et ce qui va finalement permettre d'atténuer l'impact de la charge ici et réguler ça. Donc ça, c'est illustré ici sur des Nginx, mais ça pourrait être la même chose entre un data center et du cloud, effectivement, où votre data center, il y a aussi une certaine capacité de traitement des requêtes, et vous voulez pas forcément que ce data center explose en nombre de connexions, en nombre de requêtes à traiter, et donc en envoyant plus vers un cloud qui va avoir plus d'élasticité pour absorber des gros volumes de trafic. Des questions sur cette deuxième démo? Et on va pouvoir passer à la dernière. Super. Et puis après, ça sera le pot. Alors, pour la dernière démo, on est repassé sur on va sortir de la version DNS OpenMix. On va arriver sur la version HTTP OpenMix qui est plus adaptée pour le streaming vidéo. L'avantage de la partie HTTP, c'est qu'elle peut être implémentée à la fois côté Je vais y arriver. Alors ça illustre un peu le problème que j'ai évoqué au début, des baisses de débit qui vont être très pénalisantes, bien entendu, pour l'expérience vidéo, avec le problème de buffer. Si tu recliques encore, oui, je vais cliquer. Là, on a une perte, de qui de dit throughput. grosse baisse de débit depuis un FAI. Donc ça, c'est notamment lié avec les CDN, mais l'exemple avec des clouds où si vous montez, si un client monte son propre CDN, ça serait les mêmes problématiques. Donc là, effectivement, le CDN 1 est indisponible, donc le player, il utilisera le CDN 2. Donc ce que je disais, c'est qu'on peut utiliser la version HTTP OpenMix à la fois côté backend et à la fois côté player. De ce côté-là, on verra peut-être après. Alors, pourquoi on n'utilise pas du DNS pour la vidéo ? On peut en fait dans certains cas, mais l'inconvénient c'est que généralement les players qui vont commencer à lire la vidéo vont faire la résolution, vont avoir l'IP du serveur chez Amazon ou autre, et puis ils vont continuer à lire cette vidéo et ils vont pas en fait refaire une résolution DNS en cours de lecture. Ce qui veut dire que finalement s'il y a une grosse chute de débit au bout d'une minute de vidéo, ça va créer du buffer et c'est seulement après qu'il y aura une erreur et ça va réinitialiser une connexion. Alors qu'en version HTTP, finalement, on peut contrôler exactement où on veut faire le call. Donc depuis le CMS, player ou côté... depuis un CMS. Donc concrètement sur du HLS ou du Dash, vous allez pouvoir modifier votre manifeste côté CMS pour choisir le meilleur CDN avant d'envoyer votre manifeste à votre end-user. Donc votre end-user aura le hostname à utiliser pour streamer son contenu. Soit vous le faites côté player, et côté player, donc vous avez aussi à interroger ce même
HTTP OpenMix application pour récupérer le meilleur provider et pouvoir le choisir, mais en modifiant cette fois-ci à la volée côté player votre manifeste. Et ça permet de faire des trucs qui sont super, comme du mid-stream switching, et donc d'avoir un player qui va switcher pendant le stream entre le CDN1 et le CDN2 par exemple. On va voir ça dans les futurs démos. D'où le nom de la solution qu'on appelle un peu plus niveau marketing, mais buffer killer, puisque l'idée c'est effectivement d'éviter les problèmes réseau ou autres qui peuvent introduire du buffering quand on va lire une vidéo. Hop, on arrive à beaucoup d'animations là. Tchouk, tchouk. Le setup. Donc je vais reprendre les 3 VM qu'on avait en Europe, en Asie et aux US. Et cette fois-ci, au lieu d'utiliser une application DNS pour résoudre, je vais utiliser une application HTTP OpenMix. Ça se transforme en une URL comme ça. Donc là, on vient interroger nos serveurs d'OpenMix avec un Customer ID, bon, c'est notre Customer, et un numéro d'application. C'est ce qui va vous permettre de récupérer la liste des providers. Si on clique, je crois que c'est censé marcher, Arnaud, c'est ça, si je clique ouais, mais il faut que je sorte de... Oui, ouais, la présentation. ça n'a pas marché. Tac. Voilà, donc là j'ai fait cet appel à mon application OpenMix qui m'a retourné une liste de providers, donc c'est du JSON. Je vais regarder là, ce sera plus simple. Donc une liste de providers qui me donne à chaque fois le hostname à réutiliser et en même temps le provider. Donc là Europe en premier, US en deuxième et Asie en troisième. Et j'ai rajouté en plus pour la démonstration quelques paramètres supplémentaires qui vont nous permettre de connaître la performance actuelle de l'application. Donc quelle est actuellement la disponibilité, le statut sonar, le throughput, la latence et quelques données supplémentaires qu'on verra après qu'on va faire bouger. Donc lorsque je vais aller sur mon player, par exemple celui-ci, je vais derrière récupérer un manifeste. Donc là, j'ai chargé un manifeste très basique. Et à la volée, mon application, mon player, va venir modifier ce manifeste et surtout pour chaque segment, va réécrire l'URL pour aller chercher soit le CDN1, soit CDN2, soit CDN3. Actuellement, les CDN sont, on va dire, rankés dans cet ordre-là. L'Europe est positionnée en première position, les US en deuxième et l'Asie en troisième. Pourquoi? Parce qu'on a réutilisé les mêmes données radar qu'on avait vues, disponibilité, latence, throughput en plus, les données de disponibilité sonar, qui dit actuellement c'est disponible, et l'état de santé de mes clusters, de mes serveurs. C'est exactement ce qu'on a vu avec Fusion tout à l'heure. J'ai un connecteur qui permet de récupérer l'état, enfin le nombre de connexions qui ont été créées sur mes varnishes, et de les envoyer à Fusion pour pouvoir les utiliser. Donc là, sur ce player-là, je vais pouvoir lancer ma vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de son. C'est du live, et c'est le fameux Big Bunny que tout le monde connaît. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'il est lu depuis l'Europe. On peut s'amuser à simuler soit une baisse de disponibilité, soit une augmentation de la latence, soit une perte de débit, soit un problème sonar, soit un nombre de connexions. Qu'est-ce que vous préférez? Personne se dénonce. Se dévoue. La dispo. Ok, bon, je vais faire tomber la dispo. On commence souvent par ça. Je vais faire tomber la dispo, pardon, à 70%, parce que la limite étant à 80%. Voilà. En quelques temps, bon là on rafraîchit très souvent les données OpenMix, mais ce qu'on voit c'est que ma plateforme a été exclue du jeu parce qu'elle est en dessous du seuil de disponibilité. Et donc cette fois-ci mon player continue à streamer, pas de souci, mais il est passé cette fois-ci sur la partie US. Je peux revenir. Je vais remettre ça. Est-ce qu'on a envie de s'amuser à modifier autre chose? Par exemple le nombre le sonar, par exemple, on dit que sonar tombe. Ah oui, de toute façon, il n'avait pas eu le temps de revenir sur la partie Europe. Il faut attendre un segment, parce que en fait, vu que c'est du HLS, il va chercher les segments régulièrement. Hop, il est revenu, et je peux cette fois-ci mettre du sonar. Peut-être tu peux montrer les segments dans la console. Oui, tout à fait. Pour voir un peu les chunks vidéo en temps réel, enfin, quasiment. Hop. Donc les segments ici, un segment qui a été récupéré depuis les US. Et si je remets l'Europe en jeu, hop, et que je rafraîchis ma décision, ça permet d'aller un peu plus vite. Le prochain segment, au lieu d'être téléchargé depuis les US, donc on va attendre le suivant, hop, celui-là,
et télécharger depuis l'Europe. Et au niveau du streaming, ça sera totalement transparent pour l'utilisateur. L'utilisateur ne verra pas à un seul moment qu'on est passé du CDN1 au CDN2 dans son expérience utilisateur. Peut-être que je vais juste montrer la décision. Donc en fait, ce qu'on voit décision, c'est vraiment ça, c'est les appels à l'API OpenMix, et c'est ce qui est utilisé ensuite par le player pour sélectionner le meilleur CDN, donc en l'occurrence ici le cas Europe. Alors juste le petit cas qui permet de montrer... peut-être après la question. Ouais, non, du coup, question, parce que je ne suis pas ultra familier de la manière dont on stream des vidéos, comment ça se passe en dessous. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui est du standard, qu'est-ce qui est du propriétaire? J'ai l'impression que l'appel de décision doit être fait, donc ça doit être en BD dans le player, j'imagine. Alors, de manière standard, généralement, on fournit un manifeste au début qui ressemble vraiment à celui qui est ici. Ouais. Donc c'est un master manifeste, c'est le premier manifeste, celui qui va déclarer des sous-manifestes par qualité, c'est-à-dire qu'on a différentes bandwidths. Et en dessous, un sous-manifeste va te déclarer l'ensemble de tes segments. Si tu es sur du live, tu auras les 3 prochains segments. Si tu es sur la VOD, tu auras l'ensemble de tes segments. Et une fois que ça c'est envoyé au player, généralement c'est plus touché, ça reste comme ça ne bouge plus, c'est carrément statique. Ouais. Donc tu ne peux pas changer de là. Certains players, ça marche encore là ? Ouais. Certains players en fait nous donnent la possibilité d'accéder à des méthodes qu'on peut overrider, qu'on peut modifier. Le micro, non c'est peut-être moi. Ouais. Donne accès à quelques déplace-toi peut-être. Quelques méthodes, ça marche bien comme ça. Je ne sais pas encore si c'est un effet de Larsen avec les haut-parleurs. C'est pas grave. Qui nous permettent d'overrider en tout cas des choses. Et là, en l'occurrence, on override à la volée l'URL du segment à aller chercher. Et c'est grossièrement 15 lignes de code, quelques lignes de code pour récupérer l'ensemble des providers, récupérer le premier et l'utiliser dans cette réponse, dans cette méthode qui va permettre de se dire, au lieu d'aller chercher le segment sur mon origine ou sur le CDN1, d'aller chercher sur le CDN2. Donc il faut un player qui soit capable de le supporter. Il faut un player qui soit capable de le supporter. Là, on a pris vidéo.js qui permet de le faire. Il y en a d'autres. Je pense à chaque player, il ne me reste pas grand-chose à faire, mais pas grand-chose pour terminer la démo, on pourra le faire en Dash. Et après, il faut regarder les players qui existent sur le marché. Je ne vais pas tous les citer, mais grossièrement, plusieurs peuvent le faire. D'accord. OK. Autre question. Super. Oh là. Du coup, pour une vidéo, vous appelez votre plateforme OpenMix toutes les combien de secondes? Alors là, pour le cadre de la démo, pour que ça soit très réactif, toutes les 5 secondes. D'accord. C'est très réactif. Ça peut être un peu coûteux. Il y a différentes stratégies. Je crois vraiment le micro. Ouais. C'est l'émetteur. Ouais. Soit on part sur, par exemple, toutes les minutes, mais là tu perds un petit peu en termes de réactivité. Soit tu peux essayer de voir de ton player quand est-ce qu'il y a des événements un petit peu négatifs, comme une baisse de throughput ou un segment que tu n'arrives pas à télécharger. Là, tu peux essayer de récupérer ces événements et te dire « Ah, il se passe peut-être quelque chose, je vais rappeler HTTP OpenMix pour qu'il me donne une nouvelle liste, savoir si cette liste a changé. Okay. » Donc ça permet d'avoir des stratégies un peu plus fines. OK ? Je remets en jeu la partie charge, puisque Juste une toute petite dernière question sur le manifeste, c'est bien du HLS, c'est ça? Oui, ça c'est un manifeste HLS, ouais, c'est un manifeste HLS. Là ici, le nombre de connexions par seconde, on voit qu'il n'augmente pas des masses. C'est normal, j'ai un segment qui est récupéré toutes les 6 secondes, puisque j'ai coupé mes segments en 6 secondes, donc c'est pas énorme. Je vais aller charger un petit peu mon serveur. Et grâce à Fusion, on va voir logiquement ce nombre augmenter assez rapidement et exclure ma plateforme. Bon, espérons que l'effet démo se passe bien. Parce que après, voilà. Donc en quelques secondes, j'ai eu 160 connexions qui ont été ouvertes sur mon serveur Varnish. Bon, c'est facile, hein, je l'ai fait moi-même. Et ce qui fait que ma plateforme a été exclue. Encore une fois, c'est dans le but de protéger ma plateforme. Je me dis, oh, attention, celle-là elle commence à avoir trop de trafic, elle commence à être surchargée, vaudrait mieux que je la protège. Et à ce moment-là, je vais rediriger le trafic vers une autre plateforme qui est disponible
et qui correspond encore à des critères de performance. Donc ça va être très utile typiquement pour les cas un peu hybrides dont je parlais tout à l'heure, où effectivement si c'est votre varnish sur votre data center ou même chez AWS, vous avez une certaine capacité, notamment pour de la vidéo, ou au-delà d'une certaine bande passante ou un nombre de requêtes, vous allez saturer le truc. Donc les stratégies hybrides vous permettent d'utiliser au maximum, ou proche du maximum, finalement vos propres serveurs, vos propres varnish, et ce que vous ne pouvez pas gérer en dépassement, d'utiliser un CDN ou plusieurs CDN qui, eux, ont virtuellement une capacité illimitée, même si ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a des questions sur la démo? Ah oui, une dernière là-bas. Ma question, elle consiste à dire, est-ce que parfois vous prenez la décision de descendre le débit de la vidéo de l'utilisateur final? Nous, non. On n'a pas ce moyen de descendre cette bandwidth. C'est le player qui va le faire lui-même. Nous, on est capable d'interagir avec le player pour lui dire « prends ce CDN 1, 2 ou 3 ». Mais après, on ne va pas agir en disant « réduis ton débit, passe sur une qualité inférieure ». Player qui continue à être maître de ça. Donc en fait, ça sera à nous de le coder si jamais on s'aperçoit qu'il y a si on s'aperçoit qu'on est obligé d'aller au Japon pour une raison X ou Y. On peut se dire qu'on peut encore accéder à l'Europe en descendant le débit. Ça sera à nous de faire le calcul côté player. Le player le fait lui-même. Le player descend lui-même en qualité s'il sent qu'il y a quelques difficultés à récupérer des segments de haute qualité et il préfère descendre de qualité. Ouais, la réponse c'est à nous de le coder de notre côté si on doit faire un changement. J'ai compris. Oui, ok. Après, tu peux certainement overrider ça aussi dans certains players. Mais c'est ce qu'on voit dans la passée oui, tout à l'heure, mais les différentes bitrates là qui sont pris sont justement, je sais plus si on l'a vu tout à l'heure, mais quand on est passé directement aux US ou en Asie, on n'arrive pas sur les mêmes niveaux de bitrate parce que évidemment la qualité s'adapte. Là sur le petit écran, on le voit pas forcément. Là, il vient de changer là, juste devant. Mais c'est lui-même qui a pris la décision de changer, voyant que le débit était un peu limité. Du coup, typiquement, avec le nombre de connexions qui augmente, l'exclusion, elle vient du fait qu'on a passé un seuil en termes de nombre de connexions qui est configuré je sais pas où, ou plutôt du fait qu'on a, via des capteurs de CPU, de charge, n'importe quoi? Non, actuellement, j'utilise du varnish. Ouais. Donc j'ai récupéré des informations qui viennent de ce varnish que j'ai mis dans Fusion. Toutes les secondes, je pousse ces données dans Fusion pour les avoir vraiment quasiment tout de suite. Et je m'en sers là. Mais c'est les calculs de nombre de connexions par seconde est fait côté Varnish, pas fait côté Fusion ni OpenMix. Est-ce que je veux dire, qui fait l'intelligence de dire celle-là maintenant je l'exclus? Et sur quels critères ça se base? C'est OpenMix. Alors regarde, c'est assez lisible. OpenMix application. Je vais regarder les sources. Voilà, on a une partie configuration de nos applications. C'est vrai qu'on n'a pas trop rentré dans le détail là-dessus. Mais je vais d'abord déclarer mes plateformes et après quelques paramètres, simplement des paramètres que je vais utiliser dans ma logique. Mon seuil de disponibilité de 80% vu par Sonar. Et là, mon nombre de connexions maximum à partir duquel je vais exclure une plateforme. Et là, par exemple, c'est 100. Et la logique derrière qui est appliquée, elle tient ici. Alors, on ne voit pas tout, c'est un peu coupé, mais elle tient en 2 lignes de code, plus 2 lignes de commentaires. Voilà, la logique qui permet de filtrer mon application pour dire ceux-là, ils ne sont pas disponibles, je ne les prends pas, ceux-là, ils sont trop de connexions, je ne les prends pas, et après de les trier par throughput. Et deuxième question, si on avait coupé les trois, on avait mis l'availability à 0 sur les 3 zones, la décision que vous prenez, du coup, c'est d'envoyer n'importe où parce que vous n'avez pas envie de... c'est des critères qu'on prend en compte. C'est des critères qu'on prend en compte. C'est comme tout à l'heure le cas on évoquait quand il n'y avait pas de données radar, quand on n'a pas d'infos, ou quand toutes sont indispo, on prend ce cas en compte. Alors je ne sais plus là si c'est du round robin ou c'est du default. Là, quand je mets tout à 0, logiquement, ils sont tous exclus, mais on va continuer à streamer parce qu'on va continuer à envoyer une réponse. C'est un cas cauchemardesque, plus rien n'est disponible. Mais on va continuer à envoyer quelque chose. On va pas dire on n'a plus rien, on n'envoie plus rien. Non, on va continuer à envoyer. Soit de l'aléatoire, ou soit souvent on va prendre la plateforme dans laquelle on a le plus de confiance qu'elle sera quand même plus souvent dispo, mais sans avoir forcément de visibilité. Et après, sinon on peut aussi configurer ce default ici. Donc on a des choses supplémentaires. En fait, on est vraiment là pour vous répondre à chaque fois. On ne vous laisse pas tomber. Est-ce qu'il y a des questions encore sur la démo? On a quasiment fini. Oui, super.
qu'est-ce qui se passe quand on augmente par exemple la latence vers l'Europe à 50? C'est-à-dire qu'en Europe, on a un throughput qui est plus grand qu'on a aux US, mais on a une latence qui est aussi plus grande. Tu veux dire, si par exemple, si j'augmente la latence? Oui, à 50. Alors, 130 là, parce que les US sont à 117 là. Oui, mais alors mon application, mon algorithme se base d'abord sur le throughput D'accord. et après sur la latence. Donc si tu veux, je peux m'amuser à descendre le throughput de l'Europe. Donc dans ce cas-là, il ne prend pas du tout la latence en compte. Il le prend après. En fait, je le prends par égalité. J'ai fait une sorte d'application assez facile quand même. J'ai pas pris trop de critères, parce qu'on peut vraiment descendre plus loin dans les critères. Là, je prends d'abord le throughput. Je trie par les throughputs les plus importants. Si tu as une égalité de throughput, je prends la latence la plus basse. Et ce qu'on fait dans certains cas, c'est qu'on va pas forcément juste regarder l'égalité, mais on va regarder à 5 ou 10% près, par exemple. Et par exemple, souvent pour avoir un startup time, donc un démarrage vidéo très très rapide, il faut qu'il y ait une latence faible pour charger les premiers chunks. Donc ce qu'on va faire dans certains scripts, c'est qu'on va comparer les latences. Si les latences sont à moins de 10% d'écart, parce qu'entre 38 millisecondes et 40 millisecondes, ça ne va pas changer grand-chose, on va dans ce cas-là regarder le débit. Par contre, si on a 30 millisecondes versus 100 millisecondes, là on va prendre... Donc, en fait, les différentes métriques là, on peut les combiner. Souvent, c'est la dispo qu'on prend en premier, bien évidemment, comme critère, mais pour optimiser, effectivement, pour la vidéo, on va souvent faire vers un critère de débit. Pour du site web, ça va plutôt être la latence, parce qu'on est plus sur beaucoup de petits objets, donc là, la latence impacte beaucoup plus que le débit des objets. Le cas qui n'est pas explicité ici clairement, c'est aussi les CDN, par exemple, ont des coûts. On en parlait tout à l'heure. Le commit, si vous dépassez votre commit, que vous arrivez au burst, ça commence vraiment à coûter cher pour vous. On peut prendre en compte, grâce à Fusion, ces données-là et à définir ce que c'est qu'une performance égale entre les différents providers, les différents CDN. Est-ce qu'on va rediriger du trafic plus sur le CDN qui est un peu moins cher si les performances sont de même range? À peu près, ouais. À peu près. Voilà, on peut aussi travailler là-dessus. On va conclure. Ouais, on va conclure quand même, c'est pas mal. Je te repasse ça en mode plein écran. Alors, il y a une dernière chose qu'on ne montre pas dans la démo, mais qui est encore une étape supplémentaire, parce qu'il y a toujours plus, qui concerne notamment la vidéo, c'est que, alors c'est pas forcément la slide la plus lisible, mais c'est qu'on est capable aussi de mesurer finalement la qualité de ces vidéos avec des métriques de QoS, de QE, donc du type le taux de buffer, le temps de démarrage de la vidéo, le bitrate, etc. Donc ça, c'est des mesures que l'on a et que l'on peut aussi utiliser dans OpenMix. Donc c'est tout ce qui est end-user, ce qu'on appelle impact, c'est encore d'autres métriques qui peuvent être prises en compte pour le choix. On va également travailler avec des partenaires comme Mux qui font de l'analytics. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans l'analytics vidéo, où on intègre leurs données en temps réel pour aussi prendre le critère de choix. Voilà, donc ça, c'était la plateforme Cedexis. Et alors, juste pour le petit mot de la fin, on a l'habitude d'essayer de donner quelques recommandations justement sur les règles de diffusion. Donc, chez Cedexis, puis un peu dans notre ADN, on a l'habitude de dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est un peu ce qu'on applique, ce qu'on recommande à nos clients d'appliquer à travers ces multi-CDN, multi-cloud, etc. Donc ça, c'est un peu un concept de base, mais une fois qu'on a mis ces œufs dans différents paniers, finalement, pour s'assurer différents choix, comment on choisit ces paniers pour essayer de vulgariser un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc, alors, la règle numéro 0, c'est déjà effectivement d'avoir plusieurs paniers, puisque si vous n'en avez qu'un, vous êtes lié à la dispo et à la performance de ce panier. Mais si vous en avez plusieurs, règle de base, c'est la dispo. C'est bien entendu, regardez si vous en avez plusieurs dispo. Si vous en avez qu'un de dispo, c'est celui qu'il faut prendre, puisque la dispo reste toujours le plus important. Si on en a plusieurs de dispo, on va regarder quels sont ceux qui apportent la meilleure expérience. Donc, quels sont ceux qui vont permettre d'avoir le meilleur débit pour avoir la meilleure qualité d'image de vidéo, quels sont ceux qui vont permettre de charger mes pages, mes contenus plus rapidement. Si on n'en a qu'une seule qui répond à ces critères, on va sélectionner celle qui est la plus performante. Si on en a plusieurs ou qui sont dans comme on disait avant, qui sont très proches, qui ont plus ou moins la même qualité d'expérience pour l'utilisateur, la règle numéro 3, là, c'est plutôt de regarder combien ça coûte finalement pour diffuser ces différentes options et de choisir la moins chère. Donc voilà, un peu pour vulgariser le concept
mettre ses œufs dans différents paniers, mais choisir intelligemment, on va dire, ces différents paniers. Merci à tous. Ah oui, puis ça, c'était aussi pour expliquer que ça, ces règles, finalement, s'appliquent à tout type de stratégie de diffusion, hein, qu'on soit dans le multi-CDN, dans le multi-cloud ou de l'hybride. Et du coup, chez vous à l'interne, pour choisir et éventuellement agréger les informations, vous avez quel type de solution? Enfin, je veux dire, dans les grandes lignes. Agréger quel type d'informations? Agréger les logs des CDN, par exemple? Non. Vous avez différentes sources d'informations. Oui. Enfin, nos propres données, des données tiers. Comment vous traitez les données en mode streaming qui vous arrivent au fil de l'eau, en fait? Ouais, c'est la question. Au niveau infra. Comment au niveau infrastructure, on ingère ces données, on les répartit dans tous nos serveurs? Oui. Alors on a des serveurs on a différents types de serveurs, mais on a des serveurs qui créent ce qu'on appelle des scores. Un score, c'est dans un pays, dans un fournisseur d'accès, dans une région donnée, pour aller sur Amazon ou pour aller sur Google, il faut autant de millisecondes, il y a autant de dispo. Donc tout ce système de scoring, finalement, il est processé en quelques secondes avec toutes les... Donc il est réparti. Quoi, du Kafka, du Spark? On a du Kafka. On a du Kafka pour les nouveaux systèmes de scoring qu'on a avec les données de Nginx, de Mux par exemple, qu'on récupère. Pour celles qu'on a de Radar, je ne sais plus, mais tu sais peut-être. Bon, après, pour la partie plus infra. La partie streaming, vous utilisez un truc comme Spark, Flink, un truc maison. Streaming de vidéo là? Non, le streaming des data. Oui, le truc qui va lire dans Kafka, quoi. On peut peut-être demander à Steven qui est au fond de la salle, mais je ne sais pas si. Hi Steven. Hi Steven. So we have Steven, who is our product manager, who is visiting us in Paris from Portland office. So we actually have a question maybe for you. It's relating to the real-time pipeline of data we get from like the Nginx servers or Mux or others. So what technology do we use to process this, like Kafka and other? Maybe you know a bit more than us, actually. Yeah. So, does that help? Yeah. So there's a couple different ones for our pipelines. So we have a real-time pipeline that we bring the data in and then send to OpenMix, and that's all essentially custom that we've written. Over time, some that existed before Kafka was popular, so we ended up building very custom distribution systems. But throughout our pipeline, we use similar kind of things to Kafka, but very tailored to our use case, so not as generalized, so that we can squeeze some performance out of them. And we use, for example, for some of the slower distribution, we use things like Git, not GitHub, but Git on the back end to do some of our file distributions and things like that throughout the infrastructure when they're not performance sensitive. For our reporting pipeline, we now are also building a reporting and alerting pipeline. We do use actually Kafka is what we use to stream the data through and build anomaly detection on top of, things like that. And for our reporting, we use some custom software that we wrote and then into BigQuery for the columnar database for reporting, for the large-scale reporting. So we use a little bit of everything, sort of, depending on all the data we saw in the portal, the minute level or hour level aggregation, they are requests to BigQuery, to Google BigQuery, where we have all the logs plus the data aggregations to get the graph. So we use all the same systems. We front Nginx, our services with Nginx. Our DNS server is all custom, but we use I'm totally forgetting the name of our router, LVH for some IPv6 route for our UDP routing. So many of the same kind of services, and we even use OpenMix to front. Our HTTP APIs are actually fronted by OpenMix as well to do this exactly the things that he was talking about here. So we actually apply this rule to ourselves. Like in our infrastructure, we are on 4 Anycast networks. So if one network get DDoS or has a peering issue, while the other could get back, and we use our own, as Steve said, our own load balancing across our reporting servers, but also across the HTTP OpenMix stuff. So. Une dernière question. Super.
Bon, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup et pour votre puis, attention. S'il y a d'autres questions qui viennent, on reste là. Merci. Merci.